La rencontre que nous allons avoir aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de Décryptage, un temps fort annuel organisé par Cosmopolis et qui porte chaque année sur un sujet d'actualité, une thématique de société qui est débattue et présentée ensemble. Décryptage s'articule chaque année autour d'une exposition et par ailleurs autour d'une série de rencontres, de tables rondes et d'ateliers. Cette année, Décryptage porte sur le sujet des frontières. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir l'exposition, vous avez jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 12 octobre, pour aller voir l'exposition et participer aux rencontres. Et je vous donne juste les 2 prochains rendez-vous à venir dans la semaine. Il y en a d'autres, mais les 2 à venir. Le 7 octobre, mardi soir à 18h30, nous aurons une conférence menée par Aude Hazard de l'association Atlantique Land-Chine au sujet des frontières internes de la Chine. Et le 9 octobre, jeudi soir, nous aurons une conférence sur la géopolitique des frontières en Géorgie, menée par Elena Likaberevich, qui est réalisatrice, suivie de la projection de son film Blueberry Dreams. Voilà pour le programme. Vous retrouverez l'ensemble des autres rencontres sur notre site internet et dans les brochures. Mais assez parlé de la suite, parlons maintenant de la rencontre de cet après-midi, qui est organisée par Europe Agora, partenaire fidèle de Décryptage, et que nous remercions vivement à cette occasion. Je vais laisser la parole à Jean-Claude Desèvres qui va vous présenter la table ronde, les invités et introduire la session. Merci beaucoup. Bien, merci Adèle. Merci à Cosmopolis aussi pour tout ce mois extrêmement intéressant de débat, de discussion et tout. Europe Agora était très content de pouvoir s'inscrire dans ce dispositif. Hein. Alors, je dis juste un petit mot d'Europe Agora, mais vous avez un document sur vos... C'est très rapide. Hein. C'est une association qui a été créée il y a 20 ans. Je dis juste une phrase. Europe Agora a pour ambition de mobiliser sur les options de transformation sociale pour former en Europe une société plus forte, plus juste, plus ouverte, dans un monde plus solidaire. Bon, vous voyez qu'on n'est pas exactement sur le créneau de l'extrême droite, mais ça me semblait intéressant d'en parler justement parce que le thème de ce décryptage, c'est les frontières. Alors, les frontières, bon, c'est un sujet extrêmement complexe. En organisant ce débat, quelquefois je me suis dit, on a vraiment un peu peur, hein, parce qu'on va penser bien sûr aux frontières entre États ou entre un groupe d'États comme l'Europe et le reste. Mais bon, ça, ce sont des frontières géopolitiques. Il y a aussi toutes les frontières à l'intérieur d'une société, tous les clivages, c'est les frontières culturelles, les frontières économiques, les frontières sociales. On pourra aussi parler de ça, je crois qu'Arnaud nous en parlera. Bon, ce qui nous intéresse aussi, au travers de ce débat, c'est de pouvoir dire et d'expliquer en quoi l'extrême droite ou les extrêmes droites, vous me préciserez bien sûr, fabrique, utilise, manipule cette notion, ce concept de frontière. Il y a beaucoup de sujets et nos intervenants ne manqueront pas de les préciser. Hein. Voilà, donc nous aurons 3 intervenants. Donc le premier ce sera Arnaud Leclerc. Je pense que vous connaissez ici Arnaud. Arnaud est professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes. Il a écrit beaucoup de choses, notamment sur l'Europe, sur des tas de sujets. Voilà. Ensuite nous aurons l'intervenante en visio, Annalisa Boni, qui est maire adjointe à Bologne. Évidemment, vous vous doutez bien que ça nous intéresse particulièrement d'avoir une expérience, un témoignage de l'Italie compte tenu du contexte politique de ce pays. Voilà. Annalisa a également été présidente d'Eurocity. Et puis ensuite, donc, Christophe Clergeau, député européen, qui était d'abord qui a été élu ici dans notre région, vous le connaissez, je suppose, élu au Parlement, au Conseil régional, et donc actuellement au Parlement européen, dans le groupe, dans l'Alliance des socialistes et démocrates, alors progressistes, socialistes et démocrates, aujourd'hui, voilà, tu pourras préciser éventuellement après ça, qui pourra nous parler un petit peu de tout ce qui se joue, comme de tous les enjeux qu'il y a, et de tous les débats, et des évolutions, et de comment les choses bougent aussi au Parlement européen et dans les pays. Voilà. Bon, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on commence à l'heure. Voilà, on a prévu de terminer à 17h30. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à nos 3 intervenants, 15-20 minutes chacun. Je pense qu'ils sauront utiliser ce temps en bon escient. Bon, Arnaud, tu peux nous faire peut-être une présentation, une introduction à ce sujet. Alors, tu peux aussi expliquer. Ok. Bonsoir à toutes et tous. Peut-être pour commencer, quelque chose de
explication sur la notion de frontière, parce que d'abord, ça n'a pas toujours existé, les frontières. En réalité, avant que les États modernes ne soient construits, quand on est à l'époque des royaumes et des empires, il n'y a pas vraiment de frontières. Il y a ce qu'on appelle des confins, des marges, des territoires qui sont plus ou moins dedans, plus ou moins dehors, avec plus ou moins d'autonomie. Et même, il n'est pas rare que dans une monarchie ou dans un empire, il y ait des trous au milieu. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle en France, on le sait peu, mais quand Voltaire écrit un truc sulfureux et qui risque d'être censuré, il se barre en Lorraine parce qu'il y a des petits villages en Lorraine qui n'appartiennent pas à la France et qui sont sous des régimes différents. Donc il sait qu'il est protégé, qu'il ne risque rien. C'est un gruyère en fait le pays, et c'est encore pire si on prenait l'Empire espagnol de Charles Quint qui va des Pays-Bas jusqu'à l'Espagne avec plein de trous au milieu. Donc, en réalité, on ne se préoccupe pas trop de la question de savoir est-ce qu'il faut bien délimiter un territoire. C'est une question qui va arriver avec la naissance des États modernes, parce que dans les États modernes, vous construisez un centre politique qui va faire de l'impulsion, qui va prendre des normes. Et parce qu'il prend des normes, il a besoin de savoir quel est le territoire sur lequel va s'appliquer la norme. Et donc, on va commencer à délimiter des États plus strictement. Et en plus, la cartographie, la géographie va progresser. Et donc, on va commencer à tracer ces lignes, qui sont quand même des lignes très construites, en partie imaginaires, en partie construites humainement, etc. On peut, vous comprenez bien que cette ligne, elle a quelque chose qui peut être complètement artificiel. Vous regardez les frontières en Afrique, dessinées par la France et l'Angleterre au Congrès de Berlin 1881, à l'arrêt, sans regarder trop comment ça se passe dans le réel. Parfois, ça passe au milieu du village, c'est pas grave. Mais il y a deux notions derrière ça, derrière cette question de la frontière. Il y a deux approches possibles. Soit vous la conservez, vous la regardez comme quelque chose d'ouvert. C'est un point de jonction entre deux espaces, donc c'est un point d'échange, d'interaction. Et en Europe, c'est ce qu'on a choisi, puisque vous voyez bien que nos frontières sont des frontières où on applique la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, des services, des capitaux, et donc, on pourrait dire, elles sont volontairement poreuses. C'est des lieux d'échange. Mais vous pouvez aussi construire la frontière dans l'autre sens, la penser dans l'autre sens, et la voir comme un espace qui ferme. Vous fermez votre espace contre les autres. Et rappelons qu'étymologiquement, le mot frontière est apparu au XIIIe siècle et vient du front. C'est les zones de front, c'est les zones où on s'affronte. Et de ce fait-là, on peut construire une frontière en la matérialisant, en mettant des douaniers, mais on peut aussi mettre des murs. Vous avez vu sans doute dans le couloir des photos, par exemple, la frontière entre le Mexique et les États-Unis, gigantesque mur, donc on peut la durcir. Et évidemment, l'extrême droite va avoir tendance à utiliser la notion de frontière plutôt dans ce sens-là. Une sorte de limite absolue. D'un côté, c'est nous, de l'autre côté, c'est l'étranger. Alors, évidemment, il y a de la stratégie politique derrière. Le nous, ça peut être les Français d'abord lorsque l'élection est française, puis ça devient les Européens d'abord quand l'élection est européenne. On fait bouger la limite. En réalité, vous remarquez que dans le réel, les frontières sont toujours, non pas absolues, mais toujours progressives. C'est-à-dire que si vous prenez une frontière maritime, quand vous baignez, je ne sais pas moi, au Sable d'Olonne, vous ne sortez pas du territoire français pour vous baigner. Ça demeure la France, et pourtant, si vous allez un peu plus loin, là, on va dire dans les premiers mètres, ce qu'on appelle la portée de canon, on peut encore tout faire, on peut faire du contrôle douanier, policier, tout ce qu'on veut, mais si on va un peu plus loin, on ne peut plus faire ça. Mais on conserve encore des droits, c'est une zone, la zone économique exclusive, sur lesquelles on a des droits sur le sous-sol, on peut exploiter, etc. Mais par contre, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire. Donc, progressivement, on perd de la souveraineté au fur et à mesure qu'on a l'espace, et ce n'est pas une bascule du tout ou rien. Et quand vous connaissez un peu les zones frontalières en Europe ou ailleurs, très souvent, les zones transfrontalières sont des zones où il y a des échanges intenses. Les gens circulent, les biens circulent, les idées circulent, etc. Donc c'est rarement d'un côté tout, de l'autre rien. Mais c'est pourtant la lecture que va propager plutôt l'extrême droite en Europe. Alors, deuxième chose qu'il faut préciser, la notion d'extrême droite. Je fais un tout petit point là-dessus. Il y a un gros débat en sciences politiques dans le monde sur cette question. Et globalement, on a mis à l'écart la notion d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que dans la tête de tous, l'extrême droite, ça réfère aux années 30. Et donc au fascisme et au nazisme. Or, ce qu'on a vu à peu près vers les années 2000, on a vu ce qu'on pourrait appeler, je vais le dire mal, mais une nouvelle extrême droite arrive. Cette nouvelle extrême droite qu'on a encore aujourd'hui, et qui est beaucoup plus puissante, elle est quand même en rupture forte avec les années 30. Dans les années 30, elle avait une culture militaire, une culture du putsch. Aujourd'hui, ils ont une culture électorale.
présentent aux élections, ils acceptent l'élection, ils acceptent les résultats même quand ils gagnent. Et ça fait une différence très sensible. Ils ne sont plus sur des discours biologiques, raciaux. Ils sont sur des formes de rejet différents, plutôt de type culturel. Ils prétendent que, notamment l'islam, qui est le point de fixation, ceux qui seraient musulmans seraient porteurs d'une culture inassimilable ou impossible à faire travailler avec des sociétés européennes. Vous voyez, c'est un déplacement assez fort. Et donc, on a cherché un mot, il y a eu plein de propositions. On a parlé de droite populiste, on a parlé de droite radicale, on a parlé de droite extrême. Alors moi, je vais garder plutôt droite extrême parce que ça a deux vertus à mes yeux. Premièrement, ça maintient un lien avec les années 30. On inverse juste l'extrême droite, on passe à droite extrême, on maintient un lien. Parce qu'il y a bien une filiation aussi. Il y a des choses communes, bien entendu. Mais il y a aussi des effets de rupture importants. Et puis peut-être, il faut préciser, attention, ces droites extrêmes, elles ont démarré dans les années 90-2000, elles ont connu une phase de lancement importante entre 2000 et 2010. Et en gros, depuis 2010, on a une phase de généralisation très forte un peu partout en Europe. J'ai compté, sur les 27 États, on en a 20 où ces droites extrêmes sont supérieures à 10% et donc pèsent très fortement sur la scène politique, car dès lors qu'on dépasse les 10%, on commence à impacter les thèmes qui sont débattus dans la société, les mots avec lesquels on discute. Il n'y a pas seulement besoin, évidemment, on a tous en tête qu'ils peuvent devenir majoritaires et donc le 50%, mais en réalité, il y a plein de gradations avant où ils pèsent très fortement sur les sociétés. C'est ce qu'on détaillera tout à l'heure. On a évidemment en Europe aujourd'hui des situations très variées, des situations où ils sont au pouvoir pleinement, et même seuls, comme en Hongrie avec Orban, des situations où ils sont au pouvoir en coalition, Meloni en Italie, des situations où le pouvoir leur doit beaucoup, mais ils font un soutien sans être effectivement au pouvoir, ce qu'on a en Suède, etc. Et puis des situations où c'est le premier parti du pays, bien qu'il ne soit pas au pouvoir, là ça pèse très lourd, et là il y a beaucoup de pays où c'est le cas, dont la France. Le Rassemblement national est de loin le premier parti en France. Et évidemment, ça se traduit à toutes les élections, y compris aux élections européennes, rappelons-le. L'ensemble des droites extrêmes sont passées aux dernières élections de 16% des sièges à 26% des sièges. C'est une progression très très considérable. Vous voyez, c'est la principale transformation qu'il y a eu dans le Parlement européen, que l'arrivée assez massive. S'ils étaient unifiés, s'ils étaient un seul groupe, ils seraient aussi forts ils seraient le premier groupe à l'équivalent du Parti populaire européen. Tous ensemble, ils font 185-188 sièges, ce qu'est le Parti populaire européen. Sauf qu'ils ne s'entendent pas, donc ils sont dans plusieurs groupes, et ça, il y a des raisons de fond. C'est-à-dire qu'il y a des éléments communs, ces droites extrêmes, comme par exemple le rejet des élites, la dimension anti-establishment, le rejet de l'islam. D'une manière générale, la définition, nous contre les ennemis de l'extérieur, et aussi nous contre les traîtres de l'intérieur, parce que ça, je voudrais souligner ça, une des caractéristiques de cette droite extrême, c'est qu'elle considère que la société doit être unifiée, et que eux et eux seuls sont l'expression de la société. Nous sommes le peuple. Wir sind das Volk, c'était le slogan de l'extrême droite allemande de PIDA. Ça veut dire, si nous sommes le peuple, les autres ne sont pas le peuple. Ceux qui sont écologistes, socialistes ou des libéraux de la droite, ils sont, entre guillemets, des traîtres au peuple. Et il y a quelque chose qui est le refus de la pluralité de la société. La société est une, et c'est nous, et nous sommes seuls l'expression de cette volonté. Il y a une dimension, on dit très libérale et très particulière, qui est très forte dans ces droites extrêmes un peu partout en Europe. Maintenant, il y a des divergences très très fortes. Il y a des divergences sur les politiques économiques. Certains sont très néolibéraux, d'autres sont interventionnistes. Il y a des divergences sur la question de l'autonomie individuelle. Vous avez, je sais pas, prenez les Pays-Bas, Geert Wilders, c'est parti la liberté, le PVV. Lui-même est homosexuel, il en fait une cause très importante, il le défend. C'est évidemment pas la position de Droit et Justice en Pologne, qui a une lecture hyper catholique, très radicale. Et donc, vous voyez, là-dessus, il y a des divergences fortes. Et puis, évidemment, il y a des divergences très fortes sur, j'allais dire, la dimension géopolitique. C'est-à-dire qu'une partie de ces droites extrêmes sont du côté de Poutine, et une autre partie de ces droites extrêmes sont du côté des États-Unis. Meloni, elle est atlantiste, défenseuse très forte des États-Unis. Orban, on le sait bien, il est beaucoup plus proche de Poutine. Et cette tension-là, elle est très forte entre ces droites extrêmes. Ce
pas, qu'ils puissent s'entendre entre eux sur certains sujets ponctuels dans le cadre du boulot fait au Parlement européen. Je pense que Christophe le détaillera tout à l'heure. Donc on voit une transformation de notre espace politique en Europe, beaucoup plus extrême droite, qui pèse partout, à l'échelle nationale, dans les instances européennes, aussi bien au Conseil européen, au Conseil des ministres, au Conseil de l'Union et au sein du Parlement, ça c'est clair, avec un rôle politique de plus en plus important, de plus en plus fort, et une capacité, sur certains dossiers ponctuels, à pouvoir s'associer avec le parti lourd qu'est le PPE, pour pouvoir, je pense que tu pourras l'expliciter, mais par exemple sur des sujets, l'environnement par exemple, c'est une espèce de chiffon rouge pour beaucoup de ces droites extrêmes, et donc quand il faut faire marche arrière sur des normes environnementales, on peut trouver au Parlement européen des accords entre le PPE, la droite classique, et l'ensemble des extrêmes droites, et ça va permettre de construire une régression. En pratique, dans l'espace européen, on est en train de voir ces choses-là. C'est rarement spectaculaire, ça ne fait pas la une des journaux, mais en réalité, ces formes de régression sont en train de s'organiser, de se mettre en place ici et là. Je ne sais pas, je t'entends. Peut-être il faut dire encore quelques éléments sur ces questions-là. La question peut-être idéologique me paraît importante. Nous avons longtemps considéré ces droites extrêmes comme ayant un socle commun fort. Au fur et à mesure du temps, ce socle commun fort est de plus en plus fort, avec une propagation très forte dans l'ensemble de la société. Si vous prenez le cas du RN en France, c'est très spectaculaire, mais c'est un peu partout en Italie. Vous voyez bien comment ça démarre, c'est marginal. Le RN est devenu le premier parti ouvrier de France dès 1995, dès 1995. Et on a vu, élection après élection, y compris la dernière, combien il a largement pris une partie de la classe moyenne, et même aujourd'hui une partie des classes supérieures. Donc la propagation à l'intérieur de la société est forte, et ça, c'est un phénomène qu'on trouve dans énormément de sociétés européennes. L'ancrage. Alors, disons-le aussi, leur propagation, leur avance, tient pour partie à la faillite des autres. Ne l'oublions pas, c'est-à-dire à la perception dans les électorats que les autres partis n'offrent pas les alternatives suffisantes ou ont exercé le pouvoir et ont déçu. Et donc, une partie de leur succès vient du fait qu'ils sont peu au pouvoir. On aura l'année prochaine une élection attendue en Hongrie. Et disons-le clairement, on pense aujourd'hui, on a plein d'indicateurs, que Erdogan sera en très grande difficulté. Ça fait longtemps qu'il est au pouvoir. Autrement dit, ils subissent, comme les autres coalitions de pouvoir, des formes d'usure. Ils peuvent le perdre, mais dans l'essentiel des pays, ils n'ont pas encore exercé le pouvoir. Ils sont donc plutôt dans la situation de face ascendante et de pouvoir y accéder. Ça va nous poser des problèmes à l'échelle européenne. Ce soir même, vous aurez, puisque le scrutin est fermé depuis 1h30, les résultats pour la Tchéquie. Nous savons que c'est un parti de droite extrême, dirigé par Andrej Babis, qui va gagner, qui fera à peu près 30%, et que très certainement, il fera une coalition avec un ou deux autres partis de droite extrême, et donc, à nouveau, nous aurons un nouveau pays gouverné par la droite extrême, ce qui signifie, quand on réunit tous les chefs de gouvernement et d'État, ce qui signifie qu'on aura un nouvel acteur de droite extrême à l'intérieur des instances européennes, et donc des possibilités de blocage supplémentaires. Je m'arrête là ? Ça va, un quart d'heure, c'est très bien. Mais il y aura beaucoup de compléments à apporter. Voilà. Bon. Tu as évoqué effectivement l'usure du pouvoir dans un certain nombre de pays et l'utilisation qu'en fait l'extrême droite. Je pense que là maintenant, c'est évidemment intéressant qu'on ait l'exemple de l'Italie. L'Italie est au pouvoir et actuellement, enfin, les derniers résultats des élections européennes ont quand même été bons puisque Meloni ne s'effondre pas du tout, bien au contraire. Donc là, je crois que Annalisa n'est pas excellente. Voilà. Vous entendez bien. Mais on attend beaucoup de vous pour que vous nous présentiez effectivement ce que vous vivez à Bologne et en Italie en général, puisque l'extrême droite, chez vous, avec d'autres partis, est au pouvoir. Donc je vous donne la parole, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, premièrement.
j'ai accepté justement de vous joindre, de me joindre à vous cet après-midi parce que bon, mes amis Katharina Freter et Frédéric Malal me connaissent bien et je suis très proche de Nantes. J'aime bien, je la mentionne tout le temps, non seulement avant quand j'étais en Russie, mais même maintenant parce que Nantes est vraiment pour moi une ville assez spéciale dans le sens où on parle de ces choses-là. Le samedi après-midi, il y a quelqu'un qui organise un débat de ce genre et j'imagine que vous avez du monde. Mais en tout cas, vous créez ces espaces-là. Pour moi, c'est une ville qui crée vraiment de l'espace et de la démocratie, quoi. Donc, vous êtes un phare. Vous êtes un exemple très très positif pour toutes les villes d'Europe. Donc, bravo. Donc, c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir. Et je ne parle plus français depuis 3 ans, donc je suis un peu rouillée. Mais on va essayer. Alors, qu'est-ce qu'on vit à Bologne? Bah, écoutez, moi, quand je suis arrivée à Bologne, il y a 3 ans, on savait qu'il y aurait eu des élections. Et je me suis dit, bon, ok, j'accepte d'être adjointe au maire en matière de politique européenne, fonds européens, relations internationales, toute l'action climatique. Je m'occupe aussi de notre site de l'UNESCO. Enfin, je veux dire, je fais beaucoup de choses et quand on m'a proposé d'y aller, je me disais, bah, c'est ma ville, je veux y aller. Mais je savais qu'il y aurait des élections et qu'il y aurait quand même le risque d'avoir le gouvernement à droite. En fait, en plus, le gouvernement, vous savez, Draghi a changé même avant le délai, quoi. Il a voulu quand même, il a démissionné. Et donc, on s'est retrouvé avec un gouvernement que moi je pensais, bon, voilà, ça sera différent de nous, mais on va y arriver, quoi. Ça sera ok, on va gérer. Mais finalement, je ne m'attendais pas à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en tant que ville qui n'est pas justement alignée avec le gouvernement. Et je peux vous dire que c'est vraiment très, 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 très compliqué, très difficile. Et même en étant, enfin à Bologne encore plus, on le sent parce que bon, on est au gouvernement dans la ville, mais on est une ville qui est quand même plutôt centre-gauche, progressiste et de toute façon, pas seulement l'institution, mais je veux dire, on a un ADN de ce genre, donc on le sent encore plus. Mais en général, en Italie, on le sent beaucoup. Après, ceux qui n'ont pas voté Meloni, en tout cas. Donc, moi, ce que je trouve, peut-être trois genres de réflexion. La première, c'est que, enfin, la droite au gouvernement en Italie, mais en général, tous ces gouvernements, on a vu, et Trump, c'est l'emblème absolu, ils ont tous des narrations assez simplistes. Assez simplistes qui arrivent, en fait, qui parlent au tripes, parce que c'est au tripes des gens. Ils parlent. Meloni, on dit toujours par rapport au secrétaire, la secrétaire du PD, le parti socialiste, disons chez nous, en Italie, c'est Elly Schlein. Donc quand elle parle au cerveau, on dit, ça peut. Tandis que quand Meloni parle, elle parle aux tripes des personnes, elle parle au ventre, elle parle aux émotions. Et donc la droite arrive, si vous voyez, Trump c'est la même chose, si vous voyez, c'est vraiment toujours avoir une narration très simple ou simpliste, et sur le climat c'est la première chose à faire, mais pas seulement, qui en fait exploite la situation socio-économique actuelle qui est très difficile, où la pauvreté dans la dernière décennie, elle a augmenté énormément. Il y a un manque de logement, vous voyez, ils ont toute le lobby que font les villes, par exemple, sur une demande de résoudre le problème du logement, le manque de postes de travail de qualité, enfin, il y a plein de choses, je ne dois pas vous le rappeler. Donc c'est très simple de faire émerger les fractures dont vous parlez, entre nous et les autres, entre nous et les immigrés, les gens sont fâchés. Et vous voyez la même chose je ne sais pas si vous avez suivi, si vous en avez parlé, parce que je n'entendais pas tout au 100%, mais si vous avez mentionné le Royaume-Uni.
c'est incroyable ce qui se passe là-dedans, ce qui est en train de se passer avec Farage et tout ça. Et pas seulement. Farage maintenant qui n'est même pas l'extrême droite. Il y a encore plus à droite que Farage. Donc, je veux dire, c'est vraiment une question de narration. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous le voyez aussi de nouveau chez Trump, c'est en fait la narration qui compte. C'est cette, enfin, si, pour moi, Trump n'est pas un politicien, un politicien, hein. Il est un élu, enfin, il est un showman. C'est un présentateur de télé. Enfin, moi, je pensais que Berlusconi était très bon dans ce sens-là, mais Trump, c'est vraiment le top du top en termes de show. Il a son show. Il est tout le temps dans cette posture de présentateur. Et donc, Meloni, son gouvernement, tout le monde, c'est la même chose. Donc, la réalité ne compte même plus. On la voit même plus, la réalité. C'est la narration qui compte. Vous voyez, par exemple, c'est très simple, c'est très banal, hein, mais vous voyez ce qui se passe au niveau, par exemple, par exemple, la guerre, comment on appelle ça, le clash entre qui va en voiture et les verts, et disons qui veut moins de voitures, bah, les voitures, enfin les verts, ou ceux qui veulent avoir une ville comme la vôtre, par exemple, qui veut piétonner, qui veut changer l'espace public, qui met 30 à l'heure, et tout ça, ce sont les méchants. Et ces méchants-là veulent embêter les bons, qui sont ceux qui conduisent la voiture. Donc on change vraiment, vous voyez vraiment l'utilisation des mots, la narration, elle change la réalité, on la voit même plus, la réalité. Et donc ça, nous on est beaucoup moins bons là-dessus, je trouve. Donc tout ce que Trump fait, en termes de narration, Make America Great Again, les patriotes, il faut redonner l'Italie aux Italiens, c'est tout, voilà, le Green Deal, c'est le coupable de tout. J'ai assisté à des présentations de ministres de notre gouvernement qui sont complètement pleines d'erreurs, de choses qui ne sont pas vraies, mais elles sont dites régulièrement, elles sont dites de façon très, de nouveau, qui parlent au tri, et donc il y a plein de fake news au niveau local. Nous, tout ce qu'on fait, on passe notre temps à corriger les fake news, on est presque, très fatigué de faire ça, mais on passe les journées à dire ce qui a été dit là n'est pas correct. Donc c'est vraiment l'utilisation de l'information, du langage, de la narration qui vraiment change la réalité pour les personnes pour les personnes normales, les citoyens. Donc ça, c'est le deuxième élément qui vraiment, pour moi, est particulièrement fort et qu'on vit tous les jours. Après, si on doit aller plus dans le détail de ce qui se passe, de comment ce gouvernement nous impacte au quotidien, surtout en tant que ville qui est de l'autre côté, disons, du spectre politique par rapport au gouvernement, on voit vraiment comment ce gouvernement a vraiment donné un coup à tout ce qui est droit. Droit civil, tous les droits. On a eu un décret, comment on dit ça, une loi, un paquet législatif sur la sécurité qui est hallucinant. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est un truc vraiment qui a même été évalué par un rapporteur des Nations Unies comme préoccupant pour son ton, ou en tout cas le fait qu'il pouvait être considéré excessivement répressif. Mais est-ce qu'on a parlé de ça en Europe? Je ne sais pas. Est-ce que quand on parle de Meloni en Europe, on dit « Ah, elle est bonne, enfin on a un gouvernement stable, tout fonctionne bien, elle est bien, et tout ça ». Donc personne voit, sauf les gens en Italie et ceux qui combattent le jour le jour,
comment elle est en train de changer vraiment tout ce qui a été acquis dans les années en termes de droits. Donc, tout ce qui est sécurité, par exemple, maintenant les policiers, tout ça, ils sont complètement protégés, ils ont une tutelle spéciale, même s'ils sont incriminés. Donc, ça, c'est quand même assez grave. Il y a des peines très élevées pour ceux qui occupent des maisons, voilà, des espaces, je ne sais pas comment le dire en français, mais des espaces occupés. Donc, il y a vraiment des peines très très élevées. On ne peut plus manifester, les manifestations sont considérées comme quelque chose, il y a des peines, par exemple des pénalités, comme on dit ça, il y a maintenant, on a eu des manifestations pour la Palestine, etc. On a eu des manifestations sur, par exemple, Fridays for Future, ou sur l'écologie, etc. Et les jeunes sont très très préoccupés parce qu'ils ne peuvent plus le faire. Sinon, ils risquent vraiment la prison. Donc, il y a des choses en termes de droits acquis ou qui étaient quand même jamais mis en discussion, qui soudainement deviennent un manque de démocratie, un manque de liberté. Après, on a même chose sur tout ce qui est droit, par exemple, des personnes qui ont des enfants du même sexe. Ces enfants ne peuvent plus être reconnus par les deux parents. Donc ça, c'est grave, c'est très très grave. Et donc, ces enfants ont perdu un parent. Vous imaginez le drame, c'est un crime, quoi. Tous les attaques sur les LGBTQI+, etc. Et bon, pour ne pas parler des discriminations et de nouveau la narration qu'il y a sur toute la partie immigration. Ils nous volent les maisons, ils nous volent nos logements, et quelle est la solution? On les envoie en Albanie. Donc c'est vraiment là aussi cette histoire de l'Albanie qui en plus a été considérée comme une solution intéressante par von der Leyen. C'est là où moi j'ai perdu vraiment tout respect pour cette dame. Comment est-ce qu'on peut accepter d'envoyer des personnes, des immigrés ou des réfugiés qui viennent de pays qui sont en guerre, etc., les envoyer dans des... Non, mais je ne veux même pas en parler parce que ça me fâche. Mais en tout cas, c'est pas une solution, c'est même une solution qui a été jugée comme très grave par la cour de justice. Enfin, je veux dire, c'est vraiment fou. Et pour terminer, tout ce qui est, elle nie, elle est la première, et son gouvernement, ils ont nié le fait qu'enfin on soit arrivé à reconnaître que ce qui s'est passé en 1981, en 80, à Bologne, avec la bombe qui a explosé à la gare centrale de Bologne, ça a été reconnu par la Cour de cassation que c'était d'origine néofasciste de ce temps. Elle ne le reconnaît pas. Elle dit que ce n'est pas vrai. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on vit tous les jours. Sur notre institution, on le vit sur les fonds, on le vit. C'est un peu comme l'Hongrie. C'est vraiment, on est arrivé au niveau de l'Hongrie, où le gouvernement ne donne pas l'argent aux villes qui sont qui sont pas du côté du gouvernement. Maintenant, on est arrivé à ça. On a mis en place le code de la sécurité qui disait qu'il fallait, qui soutenait les villes qui mettaient en place des zones neutrantes. On l'a fait, donc on a voulu vraiment aller au-delà de toutes les, on est allé même plus loin. On a proposé 70% de la ville à 30 à l'heure. Et ça, c'était le ministère avec son code de la route. Là, c'est la première fois où on vit une sorte de non-loyauté, parce que le jour après que nous, on ait mis en place ce code, Salvini, donc le ministre, nous shoot, il nous tue, disons,
comment dire, quand on shoot en anglais, ils nous tirent dessus, voilà, merci beaucoup. Il nous tire dessus et il nous dit bah non, vous ne pouvez plus, pour faire des zones 30, vous devez demander une autorisation pour chaque rue. Donc imaginez comment soudainement nous, en tant que ville qui a mis en place tout ça, qui a parlé à la population qui est très fâchée, mais où on a expliqué les raisons pour faire tout ça, etc., on se retrouve délégitimé par notre propre ministre, dont le ministère avait promu un code de la route qui disait qu'il fallait mettre pas des 30 à l'heure. Donc c'est vraiment comment dire, un truc, on vit une folie. Et comme je vous dis, la narration, et les gens, hier, les syndicats, on a une manifestation pour la question de Gaza et des bateaux, la flotilla. Et ben elle a dit, ah oui, les syndicats, vous êtes la gauche, oui, bien sûr, vous faites la grève parce que vous voulez un long week-end. Donc imaginez les entrepreneurs, ceux qui bossent, ceux qui disent toujours que voilà, qu'il faut travailler dur, etc. Ils disent, ah oui, bien sûr, la gauche veut ne rien faire, elle veut un long week-end. Donc c'est vraiment, voilà. Moi je suis assez désespérée, mais bon, on continue, on se dit. Malheureusement, on ne peut pas se dire qu'en juin 2027, il y a une sorte d'espoir qu'elle soit battue. Je pense qu'elle gagnera, mais justement parce qu'elle parle de cette façon, elle arrive à charmer les gens, etc. Et surtout parce que les gens ne vont pas voter. Donc, on doit absolument combattre l'abstentionnisme. Ça, c'est vraiment un truc que nos partis doivent faire. Mais bon, voilà, je vous ai donné un peu ce qu'on vit en ce moment. Je ne sais pas si c'était ce que vous recherchiez. Oui, merci beaucoup Annalisa pour ce témoignage qui est extrêmement intéressant, même s'il va peut-être pas forcément nous donner le moral. Je retiens quand même un point particulièrement positif, c'est tout ce que vous avez pu dire sur Nantes, merci. Mais je crois que tout ce que vous avez exprimé, notamment sur l'importance de la narration dans le discours de l'extrême droite ou des droites extrêmes, puisqu'on a eu la précision tout à l'heure par Arnaud. Bon, je crois que dans l'assistance, il y a beaucoup de questions à vous poser tout à l'heure. Je crois que je vais peut-être donner la parole maintenant à Christophe, et ensuite on aura un échange avec la salle. Donc, Christophe, donc, qui est député européen, il a été dans le mandat précédent, il est à nouveau élu en 2024. Donc, tu vas nous dire un petit peu ce que vous vivez là-bas. Merci, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on m'a demandé de me situer de l'intérieur du Parlement européen, donc je reviendrai au fil de ma présentation sur quelques points de débat, puis j'aurai sûrement aussi des choses à dire en fonction des questions sur la manière de répondre politiquement à l'extrême droite. Bon, d'abord, je suis obligé de démarrer par le fait qu'au Parlement européen, si on regarde le paysage des groupes politiques, il y a 3 extrêmes droites. Donc ça renvoie tout de suite à la question que posait au début Arnaud. Est-ce qu'on peut parler d'extrême droite, de droite extrême? Est-ce qu'il y a des raisons de faire des différences entre les différentes extrêmes droites? Ces groupes sont pour l'essentiel le résultat de positionnements opportunistes. Je prends l'exemple de Mme Meloni, elle était dans le mandat précédent dans le groupe ID avec le Rassemblement national, et elle est maintenant dans le groupe ECR avec les Polonais du PiS. Et je vais y revenir, mais au Parlement européen, le groupe ECR est considéré comme fréquentable, alors que le groupe PFE, des Patriotes pour l'Europe, qui a pris la suite d'ID, est soumis à un cordon sanitaire. Donc, est-ce que Mme Meloni, en changeant de groupe, est devenue fréquentable? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Donc, mais c'est un piège terrible, parce que du coup, on finit par dire au Parlement européen hard right pour ECR, far right pour PFE, et les fous, les fascistes pour ESN, qui a en son cœur l'AfD allemand. Et donc il faut prendre au sérieux la question que posait Arnaud, et moi je ne serais pas tout à fait d'accord avec lui, parce qu'évidemment on ne peut pas dire que les extrêmes droites d'aujourd'hui sont l'équivalent des extrêmes droites des années 30 pour les raisons que tu as indiquées, mais tout ce qui vient d'être présenté par Annalisa en Italie,
la négation des faits, la remise en cause de l'état de droit, le respect de la démocratie, pas évident, y compris Trump aux États-Unis, la monopolisation des médias, le recul des droits humains, la violence politique, qui commence par la brutalité politique et qui se termine par des assassinats. Certes pas à date dans les pays de l'Union européenne, mais la Serbie est un pays candidat à l'Union et le principal opposant en Serbie a été assassiné il y a 20 ans, Zoran Đinđić. Donc le crime politique est une réalité aujourd'hui au cœur de l'Europe. Néanmoins, on a ces trois groupes, donc ECR sans cordon sanitaire, héritage des conservateurs britanniques. Là, Martine Buron pourrait nous raconter cette histoire mieux que moi, avec les Polonais et les Italiens, PFE, Armature, Orban et le RN français, et ESN, AFD. Après, il faut toujours regarder plus dans les détails ce qu'est l'extrême droite au Parlement, avec des parcours pas étonnants, mais instructifs. Je vous rappelle qu'Orban vient du PPE, il a commencé le mandat précédent dans la droite classique, que Babiš, donc tchèque, qu'évoquait Arnaud, a commencé le mandat précédent au sein du groupe Renew, c'était un centriste, il est maintenant au PFE avec le RN et les amis d'Orban, qu'il y a des extrêmes droites encore plus folles que SN, des petits partis roumains avec des folles qui brandissent les icônes dans le Parlement européen. Et puis, il y a même chez les socialistes des problèmes, puisque le Smer slovaque, donc les anciens sociodémocrates slovaques, qui ont été exclus du groupe parlementaire au début du mandat et qui sont suspendus du Parti socialiste européen depuis plusieurs années et qui vont être formellement exclus au congrès qui va s'ouvrir à Amsterdam dans quelques jours. Donc, cette extrême droite européenne, elle a aussi des origines, des figures diverses, mais je pense quand même qu'elle se caractérise par une vraie identité antidémocratique, de monopolisation du pouvoir et de prévalence de la puissance et de la force. Et je vais revenir sur un modèle assez proche de celui de Trump, où Poutine, c'est encore autre chose. Alors, après avoir regardé un peu ces frontières ou pas de frontières au sein de l'extrême droite, les frontières au sein du Parlement. Puisque la grande question du Parlement aujourd'hui, c'est de savoir où est la frontière. Est-ce qu'elle est entre les pro-européens et l'extrême droite, ou est-ce qu'elle est entre une coalition néo-trumpiste et les partis dits progressistes? Alors, vous êtes bien assis sur votre chaise, au Parlement européen, les partis progressistes, ça va de Manon Aubry aux amis d'Emmanuel Macron. C'est le Parlement européen, c'est sa réalité. Dans le mandat précédent, il y avait la possibilité d'une majorité progressiste des centristes à la gauche radicale. Avec 50 députés de plus à l'extrême droite, 20 de moins écologistes, 20 de moins centristes, c'est terminé. Et aujourd'hui, à tout moment, on peut avoir deux majorités possibles. Une première qui est une majorité de gauche et PPE, de gauche centriste et droite, et la deuxième qui est droite et extrême droite. Droite et extrême droite, sans compter l'AfD, ça fait 353 députés sur les 720. On est proche de la majorité absolue. Quelques non-inscrits, ça fait une majorité absolue. Donc la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on est soumis à un chantage permanent du PPE qui dit « Votez mes horreurs, sinon je ferai pire avec l'extrême droite ». Donc ce que c'est le PPE, c'est qu'il ne peut pas voter avec l'extrême droite quelque chose de positif pour l'Europe, au sens investir une commission européenne ou voter le budget. Par contre, il peut détricoter toutes les législations existantes ou faire des votes négatifs sur l'environnement, sur le social, sur l'immigration, et il ne s'en prive pas parce que le cordon sanitaire a sauté. Et le paradoxe, c'est que quand on peut espérer avoir une majorité en plénière contre des propositions venant de la droite, dérivant vers l'extrême droite ou de l'extrême droite elle-même, eh bien, on a ce groupe PPE extrême droite a une alternative à la plénière qui est la conférence des présidents. Parce que dans la conférence des présidents du Parlement européen, on comptabilise théoriquement la totalité de chaque groupe. Donc si en conférence des présidents, le PPE et les partis de l'extrême droite décident de quelque chose, si dans le règlement du Parlement européen, il n'est pas possible de recourir à la plénière, la décision est sans appel. Et donc il y a toute une série de modes de fonctionnement, d'organisation des débats, des travaux au sein du Parlement, qui est décidée par la conférence des présidents, sans que les députés, dans leur diversité, puissent voter là-dessus. Et ça crée une situation où le PPE et l'extrême droite peuvent contrôler
l'agenda du Parlement européen. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a encore du coup une frontière entre le PPE et l'extrême droite? Donc il y a deux thèses sur Ursula, parce qu'on a deux personnages étranges, Ursula von der Leyen d'un côté et Manfred Weber, le patron du PPE, du groupe au Parlement et du parti de l'autre. Il y a ceux qui pensent qu'ils ont deux lignes différentes. Donc Ursula von der Leyen serait pour une majorité pro-européenne et Manfred Weber serait pour l'union des droites, pour reprendre ça dans des termes qu'on peut comprendre en France. Donc il y a ceux qui pensent qu'il y a deux lignes, il y a ceux qui pensent que c'est clown blanc, clown noir, et qui sont parfaitement coordonnés et qui se sont répartis les rôles pour maîtriser l'agenda politique européen. Il y aura des rendez-vous pour trancher cette question-là, je ne vais pas la trancher moi-même. Ce que l'on constate néanmoins, c'est qu'il n'y a plus de cordon sanitaire. Le cordon sanitaire n'existait pas sur le groupe ECR, mais par rapport au groupe des Patriotes, donc RN, Orban, il y a de plus en plus de décisions qui se prennent au Parlement européen avec eux. Des résolutions qui sont préparées avec eux sur des sujets internationaux importants, des amendements de l'extrême droite qui sont votés par PPE, des amendements du PFE, des Patriotes et pas des amendements d'ECR. Donc le cordon sanitaire a sauté pour une raison très simple, c'est que Weber veut faire l'union des droites, c'est-à-dire il veut détacher des partis d'extrême droite respectables pour les coaliser avec la droite, pour arrimer définitivement l'Europe dans un agenda de droite radicalisée. Un des éléments les plus emblématiques de cela, ça a été la bataille menée contre les ONG. Je vous passe les détails, mais le PPE a déclenché une grande bataille pour délégitimer les ONG au niveau européen, en prétendant qu'elles étaient financées par la Commission européenne pour influencer le Parlement, donc que c'était un détournement des moyens, une perversion de la démocratie. Et que le fait que les ONG s'adressaient aux députés mettait en danger la démocratie européenne, puisque ça mettait en danger l'indépendance du processus parlementaire. Tout cela serait risible si ce n'était pas réellement dit au Parlement européen et s'il n'y avait pas maintenant un groupe de travail dans une commission du Parlement européen pour travailler là-dessus, de manière très très concrète. Et ça, c'est de l'illibéralisme. C'est ce qui est fait par Meloni en Italie, c'est ce qui est fait par Orban en Hongrie. L'attaque contre les corps intermédiaires, contre les ONG, contre les citoyens organisés, c'est le début de la remise en cause radicale de la démocratie. Et là, c'est le PPE qui le porte au sein du Parlement européen. Donc il se retrouve là-dessus, et comme le disait Arnaud tout à l'heure, il se retrouve sur des votes de régression sur tout ce qui est écologique et social, mais il se retrouve aussi sur un style de brutalité politique. C'est ça qui est étonnant, la dégradation de la qualité du débat au Parlement européen. On disait le Parlement européen, c'est un lieu où on s'écoute, on dialogue, où on trouve des compromis. C'est encore globalement le cas, mais il y a de plus en plus de brutalité, de plus en plus de confrontation sans argumentation, de plus en plus de fake news dans la bouche des élus du PPE sur des sujets écologiques notamment, mais pas seulement, où on ne cherche plus à débattre, où on s'assène les choses de manière assez radicale. Alors, évidemment, ce paysage n'est pas très, très drôle, mais au Parlement européen, on a gagné en commission environnement quand il a fallu voter sur l'histoire des ONG, parce que les délégations démocrates chrétiennes du PPE, il en reste encore, un petit peu aux Pays-Bas, en Belgique, un peu en Allemagne, et les députés de droite qui combattent l'extrême droite dans leur pays, donc les Hongrois, les Polonais, on dit à un moment, mais nous, ça suffit, nous, on est des alliés de la société civile, on a besoin de la société civile pour construire dans nos pays une alternative à l'extrême droite, donc on refuse d'attaquer les ONG et on vote avec la gauche pour bloquer les attaques contre les ONG. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas ce débat-là en plénière, parce qu'il y a encore une majorité peut-être dans la plénière du Parlement pour défendre l'état de droit et les fondamentaux de la démocratie, même s'il n'y en a plus pour défendre des mesures sociales ou des mesures écologiques. Alors ensuite, et pour terminer sur ce paysage institutionnel, il y a ce que Arnaud a commencé à évoquer sur le Conseil. Parce que le processus parlementaire européen, il se fait sur les deux chambres, le Parlement et le Conseil, et donc il faut aussi regarder ce qui se passe au Conseil. Et au Conseil, donc 7 États membres sont dirigés par l'extrême droite, avec des coalitions où l'extrême droite est présente ou qui sont soutenues par l'extrême droite, comme la Suède. Et 7 États membres sont ce que moi j'appelle sous pression forte de l'extrême droite, ce que tu as dit, où le parti d'extrême droite est l'alternative, peut accéder au pouvoir, ou est le principal parti d'opposition, dont la France,
dont l'Allemagne, dont la Pologne, même s'ils ont perdu, le PiS reste extrêmement puissant en Pologne. Et du coup, ça crée une pression très forte sur les prises de position au Conseil de gouvernements qui sont nominalement PPE, voire centristes théoriquement en France dans le langage européen. Moi, je considère que Macron est de droite, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, du coup, des gouvernements pro-européens qui reculent sur les questions migratoires, qui reculent sur les questions écologiques, qui reculent sur les questions sociales, qui bloquent les initiatives parce qu'ils sont sous la pression de l'extrême droite dans leur pays. Et donc ça fait un conseil qui souvent est quand même plus modéré que la coalition droite-extrême droite du Parlement, mais qui est en permanence sous la pression et qui a beaucoup de mal aujourd'hui à porter des agendas progressistes. Donc quand vous combinez les deux, ça veut dire que les chances d'avoir des lois progressistes dans les 4 ans qui viennent est faible, puisque le Parlement peut avoir une majorité droite et extrême droite pour bloquer des lois progressistes, et le Conseil aussi. Et je termine sur ce qui a été dit sur la caractérisation de l'extrême droite. Une des principales difficultés qu'on a, c'est qu'on ne sait plus s'ils sont nationalistes ou pas. Puisqu'ils ont un discours européen. Ils sont pour une Europe des nations, un vague club qui se coordonne pour régler des questions de circulation des biens. Ils ont pris le marché unique, globalement. Ils ne refusent pas totalement l'Europe. Et puis, ils ont des discours très consensuels. Alors moi, je vais vous donner les 3 phrases préférées qu'on pourrait mettre dans la bouche de Jordan Bardella. Bien sûr, il faut défendre l'Ukraine, mais on ne va pas y mettre quand même tout notre argent. Bien sûr, il faut être écologiste, parce que le changement climatique, c'est réel et c'est important. Ça, c'est le RN français. Ce n'est pas tous les partis de l'extrême droite. Mais on ne va quand même pas faire la transition écologique au détriment de l'emploi et du pouvoir d'achat. Et puis, tous ces gens-là du système, ils vous ont pris vos droits, et nous, on va vous les rendre. C'est des choses très simples. On n'est pas contre l'Europe, mais pour une autre Europe. On n'est pas contre la défense de l'Ukraine, mais autrement. On n'est pas contre l'écologie, mais pas à vos détriments. Et on veut vous rendre vos droits. Ça veut dire que tout le discours purement moral ou basé sur la bataille démocratique ne permet pas de contrecarrer l'extrême droite aujourd'hui, parce qu'une bonne partie de l'électorat d'extrême droite ne vote pas pour des raisons principalement identitaires, xénophobes, culturelles, mais vote principalement pour des raisons de déclassement social et de révolte sociale. Et donc pour moi, il faudrait qu'on arrive dans le débat public européen à jouer sur les contradictions d'extrême droite que tu évoquais et à caractériser son positionnement, que moi je résumerais par 3 choses. Un, c'est le parti de l'étranger, puisque c'est un parti, les extrêmes droites sont globalement alignés sur Trump et sur Poutine, ne défendent pas l'intérêt ni national ni européen. 2, c'est le parti des riches. Je vous dis simplement pour l'anecdote que l'extrême droite l'année dernière a proposé un nom pour le prix Sakharov, qui est censé récompenser les grands démocrates européens. Est-ce que certains d'entre vous se rappellent du nom proposé par l'extrême droite? Elon Musk. Elon Musk, mais quelle preuve le plus évidente que l'extrême droite est le parti des riches et des puissances? Et 3, c'est un parti qui met en danger votre vie. C'est un parti qui ruine votre santé, votre capacité au bien-être dans votre vie quotidienne. Bon, c'est le type de discours que l'on n'entend pas dans le débat public, mais il va falloir rentrer dans un nouveau rapport à la bataille politique contre l'extrême droite. Et tout ce que j'ai dit depuis le début, on pourrait le transcrire en France. Il n'y a quasiment plus aujourd'hui de grande différence entre le type de défis politiques auxquels on est confronté au niveau européen et ceux auxquels on est confronté en France. Parce que ça, bon, on n'a jamais dit qu'on allait sortir avec beaucoup de joie de cette. Je pense que la lucidité s'impose peut-être. Alors, vous allez préparer vos questions, il y en aura sûrement beaucoup avec la richesse des 3 intervenants qu'on a eu. Alors, on va peut-être avoir maintenant la vidéo de Nina Bergen. Alors, Nina Bergen est une syndicaliste suédoise qui est, hélas, ne peut pas être présente aujourd'hui, elle est en déplacement. Et donc, elle nous a envoyé une vidéo, je pense que ça devrait passer. Donc, c'est une vidéo assez courte, de 6 ou 7 minutes, je crois. Et à la suite de ça, donc, on aura quand même environ une demi-heure d'échange. Je pense que les questions, on en aurait bien plus d'une demi-heure.
Bergen est secrétaire du syndicat Santé en Suède. Bonjour, je m'appelle Nina Bergman et je travaille pour l'Association des professionnels de la santé en Suède, Vårdförbundet, qui représente 117 000 infirmières et sages-femmes, entre autres. Et le contexte pour ma présentation aujourd'hui, c'est la Suède, le 5e pays d'Europe, avec une petite population de 11 millions d'habitants, dont plus de 20% sont nés à l'étranger. Notre population est aussi une des plus vieillissantes en Europe et nous avons des défis démographiques majeurs dans les années à venir. On est le 2e pays avec le plus haut taux de syndicalisation au monde, où 7 travailleurs sur 10 sont syndiqués et le taux de couverture par des conventions collectives est à 87%. Jusqu'à la fin des années 90, la Suède était dominée par une politique sociodémocrate. Le désir de maintenir un État-providence où chacun avait la même valeur sociale restait jusqu'en 2015, avec la grande réception en Suède de 170 000 réfugiés de Syrie en Suède. Après cela, tout a changé et la politique en Suède est de plus en plus influencée par des opinions populistes et même d'extrême droite. Les questions qu'on discute aujourd'hui, c'est surtout l'immigration, c'est la criminalité, c'est la justice pénale. Et ce parti d'extrême droite, Sverigedemokraterna, ou SD comme on les appelle, a grandi pour devenir le parti le plus grand des conservateurs. Sverigedemokraterna, SD, se diffère des autres partis populistes en Europe. SD a des racines nazies. Ça a été fondé par un ex-membre de SS et le leader aujourd'hui, Jimmie Åkesson, il a créé une association ultranationaliste avec des nazis connus alors qu'il était encore étudiant. Donc les racines sont claires. Et SD critique les services publics, les médias, la télé, la radio, d'influence gauchissante, mais surtout la politique d'immigration, bien sûr. Il dessine les immigrés comme l'origine de tous les maux en Suède. Et lors des dernières élections, en 2022, quand SD a obtenu plus de 20% des votes, c'était un peu le choc. Les autres partis de droite, qui ne voulaient pas inviter SD au gouvernement, ont dû négocier pour s'assurer qu'ils ne demanderaient pas des postes ministériels dans de nouveaux gouvernements. Et le résultat fut un accord contraignant dans lequel le gouvernement s'engageait à mettre en œuvre des initiatives politiques de SD. L'accord stipule, entre autres, que le parti SD a une influence totale et égale sur les enquêtes, sur des projets de loi, sur des instructions aux autorités, etc. Et avec cet accord, la Suède va mener une politique conservatrice avec de fortes influences d'extrême droite jusqu'en 2026. Quelques exemples des initiatives qui impactent le travail et le secteur public et les syndicats. Alors, par exemple, c'est restreindre tous les droits des migrants sur la santé, aux soins dentaires, au regroupement familial et intensification des activités de rapatriement. C'est la dénonciation, une obligation pour les employés des services publics d'informer les autorités sur les personnes sans papier valides. Et tous les syndicats de services publics ont protesté contre ça. Et après un long combat, quand même, le secteur de santé, sociale et éducation ont finalement été supprimés dans la proposition de cette loi. Et le SD a aussi essayé de créer des syndicats, ce qu'on appelle syndicats jaunes, c'est-à-dire liés aux dépendants des employeurs, mais ça n'a été pas un grand succès, heureusement. Et le SDA aussi propose maintenant de supprimer les délégués syndicaux chargés de la sécurité de l'environnement de travail envers les employeurs pour confier cette mission à une agence suédoise pour la santé et sécurité du travail. Donc, c'est plus un poste des syndicats comme c'était
jusque maintenant. On va voir comment ça va se passer. Et comment aller en avant? Qu'est-ce qu'on a appris après tout cela? Bon, au début, il s'agissait beaucoup, quand on a vécu avec cette partie dans le gouvernement, il s'agissait beaucoup d'isoler l'extrême droite, à ne pas participer au débat, ne jamais les inviter et légitimer leur politique. Aujourd'hui, nous devons plutôt prendre l'initiative de présenter nos visions, ne pas donner à l'extrême droite l'autorisation de contrôler l'ordre du jour du débat, par exemple, sans que nous ayons le nôtre. Et nous devons vivre, bien sûr, selon nos valeurs, statut syndical et code éthique, et être prête à expliquer à tout moment pourquoi. Mais aussi que les valeurs éthiques de profession veulent dire, ce qu'ils vont dire dans des situations professionnelles. Et nous devons aussi organiser plus de membres, car nous savons que l'organisation syndicale, c'est une antidote importante. Et finalement, c'est important que nous, on est présents sur le lieu de travail des syndicats et qu'on travaille pour le bien de tous, afin de ne pas laisser le champ libre au mécontentement et au populisme. Et avec ces mots, je voudrais vous remercier beaucoup et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Bonjour. Très bien, on remerciera Nina. Alors, nos intervenants ayant été quand même très respectueux des règles que l'on a proposées, on a une demi-heure de débat, donc je pense. Mais vu tout le nombre de questions qui ont été posées, je pense que c'est peut-être pas trop. Alors, une chose, c'est que, Annalisa, je crois que vous nous quittez vers 17h15. Ouais, d'accord. Donc, dans un premier temps, je prendrai peut-être des questions pour elle. Et bien évidemment, ensuite, il y aura des tas de questions à poser à Arnaud et Christophe. Voilà. Alors, allez-y, la première question, la plus difficile, mais je vais la faire tout de suite. Oui. Vous faites signe pour que Abel puisse vous passer le micro. Oui, bonjour. Quelle serait l'influence des médias en Italie, mais aussi en France, dans le véhicule des mots extrême droite? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour peut-être revenir, Olivier? Je vais utiliser le plaisir de voir Annalisa en face de nous et dialoguer avec les Nantais, simplement pour poser ma question d'un pays qui, contrairement à la France, est beaucoup plus décentralisé. Donc tout de même, qu'est-ce qu'on peut espérer dans une Italie où les villes comptent bien plus, un peu, et les régions? Et qu'est-ce que vous avez comme échéance électorale? Parce que tu as parlé des élections nationales, mais c'est des élections régionales à l'horizon. On peut commencer peut-être avec ces deux questions, celle sur les médias et la question que vient de poser Olivier sur les prochaines élections et l'Italie, pays décentralisé. Il y en a une autre question. On peut pas en prendre une autre? Oui. Oui, je crois qu'il y a une loi, je crois que c'est Maggioni, c'est un nom italien qui fait écho à les périodes Berlusconi où il fallait 10 fois plus de temps et d'énergie pour démonter des erreurs qu'il disait que pour les corriger. Quoi. Il faut beaucoup d'énergie à corriger les fake news. Je ne sais plus quel est le nom de cet Italien qui a établi cette loi. Et moi, je voulais, en complément de ce qui a été dit, il y a quand même sur les extrêmes droites européennes qui avaient ce péché originel quand même du nazisme, du fascisme, etc., qui aujourd'hui sont devenus toutes, sauf exception, des soutiens fervents de la politique israélienne et qui, dans une sorte de rédemption, sur un fond quand même d'islamophobie croissante et de racisme anti-immigré, voilà, ils se donnent bonne conscience et ça leur permet quand même d'avoir une image auprès de beaucoup de citoyens français, de respectables, et de gagner aussi beaucoup de voix. Donc je voulais, voilà, et qu'ils sont certainement certains pro-Poutine, certains pro-Trump, mais ils sont quasiment tous pro-système
extrême droite israélienne, dans lequel j'inclus Netanyahou. Merci. Bon, Annelisa. Ok, merci. Alors, je ne sais pas, j'ai rien compris de la troisième question, puisqu'on n'entendait pas bien. Excusez-moi, vraiment, c'était pas. Je ne sais pas si c'était le ton ou les deux autres, j'ai compris. La troisième, peut-être quelqu'un peut me la répéter après. Mais en tout cas, la première sur les médias, les médias, ils sont vraiment de nouveau, de façon scandaleuse, complètement plein de langage du gouvernement. Donc on a bien sûr certains médias qui sont au niveau papier, par exemple la Repubblica, ou certains journaux, notamment le Fatto Quotidien, qui sont clairement pas alignés avec le gouvernement. Mais si on parle de télé, par exemple, au niveau de télé, c'est les RAI et même la façon dont Meloni a, de façon très systématique, a mis des personnes de son entourage, etc., dans les médias, c'est très clair. Donc, tout ce qui sort de ça, les news, donc les journaux télévisés, sont clairement des espaces qui donnent la vision du gouvernement. Donc, c'est même plus plastique que dans le passé, que dans l'époque de Berlusconi. Je veux dire, on arrive, et là j'ai vraiment honte à dire ça, mais on arrive à regretter Berlusconi. Si, pour vous dire à quel niveau on est arrivé. Donc les médias ont un rôle fondamental, surtout la télé, parce que les journaux, comme vous le savez, pas tout le monde, les quotidiens, pas tout le monde les lit. Moi, je vois aussi ce que je vous disais tout à l'heure, sur le local, donc tous ces médias, tous les journaux, par exemple, même le côté télévisé, au niveau de l'ère de Bologne ou de la région, c'est clair que ça n'aide pas à créer une opinion, par exemple, sur le climat. Il n'aide surtout pas à créer une opinion publique informée. Donc aujourd'hui, les médias sont vraiment, c'est toujours un peu le cas, mais à mon avis, ça s'empire. Il y a une pauvreté dans ce sens. De nouveau, comme le monde devient de plus en plus complexe, même les médias n'arrivent pas à gérer cette complexité, et donc on arrive à gérer le tout avec du simplisme. Et de nouveau, ce simplisme est typique et est exploité par la droite. Donc les journaux et les médias n'arrivent plus à créer une opinion publique qui se forme sa propre opinion, ou qui est capable de donner des faits et qui après contribue à faire en sorte que les personnes créent leurs propres opinions. Donc ça, à mon avis, c'est aussi une question qui est assez grave, quoi. Et le fait qu'on est bombardé par des fake news et qui sont repris régulièrement, et je le dis là dans le sens des médias locaux, ça parle aussi. Parce que les médias, même s'ils voient une news, ils ne se posent même pas la question d'aller voir si elle est vraie, si elle est correcte, si elle n'est pas correcte, elle la publie. Donc après, ils nous disent oui, ok, on met la correction, on vous met un article qui... mais on est tout le temps sur la défensive. Et donc ça n'aide pas. Donc ça, c'est le côté, la question média. Sur les élections, alors on vient d'avoir des élections dans les Marches, donc la région du centre-Italie, qu'on n'a pas gagnée. Bon, elle était déjà centre-droite, mais on n'a pas réussi à la gagner. Là où, tandis qu'en Émilie-Romagne, en Sardaigne et dans d'autres régions, on a eu des situations positives, même au niveau des villes, je pense à Gênes ou d'autres,
on arrive avec le fameux champ large, donc où on arrive à mettre les 5 étoiles, on arrive à mettre ce qu'on appelle les réformistes, donc la droite, la gauche de Renzi, disons, et le PD, on arrive à passer. Mais sinon, la Fratelli d'Italia, c'est comme de l'huile qui vraiment se distribue de plus en plus. C'est un peu comme un virus. Donc voilà, ça c'est les dernières élections. Nous, les régions, c'est pas tout en une fois. Donc on aura bientôt les élections en campagne, en compagnie, comme on dit ça là, où il y a Naples. Dans les Pouilles, on espère gagner. En Calabrie, on va perdre. Donc, je veux dire, le sud, c'est quand même pas évident non plus. Et le nord, c'est très compliqué. Et donc, au niveau des élections législatives en 2027, on verra. Parce que tout dépendra aussi si Meloni lancera des élections anticipées pour pouvoir gagner 100%, parce que maintenant elle est vraiment très haut dans les sondages, malgré son gouvernement qui fait des conneries à tout va. Et donc, de toute façon, si qu'elle les publie maintenant, comment on dit, qu'elle les propose maintenant ou qu'elle les laisse à 2027, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'espoir. Je sais qu'il faut être plus optimiste. Et on va bosser comme des fous pour qu'on arrive à gagner les législatives en 27. On a peut-être un peu plus de temps qui nous reste pour avancer, mais vraiment, c'est pas simple. Bien, la troisième question, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez la repréciser peut-être de façon très synthétique Sur le chercheur italien ou sur le... Bon, la troisième. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, les partis d'extrême droite, qui avaient ce péché originel d'être des partis issus du fascisme, du nazisme, pour beaucoup, aujourd'hui sont les meilleurs soutiens de la politique israélienne d'extrême droite. Et donc, ce faisant, ils se sont légitimés sur un fond aussi d'islamophobie qui se développe dans toute l'Europe. Et donc, c'est un des facteurs qui explique leur croissance. Et à tel point qu'ils deviennent en pointe, c'est les meilleurs des critiques, soutien à la lutte contre l'antisémitisme. C'est quand même le monde à l'envers. D'accord, est-ce que vous voulez préciser par rapport à la situation en Italie? C'était en complément de ce qu'avait dit M. Sergio, ce que vous aviez dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, et je complète, il y a une extrême droite qui est pro-Poutine, une autre qui est pro-Trump, mais moi je constate que, sauf exception, toutes les extrêmes droites européennes soutiennent la politique israélienne et pourfendent les gens qui soutiennent les droits des Palestiniens. C'est un constat que je crois qu'on peut faire. Donc c'est un constat, vous constatez la même chose en Italie. Oui, c'est plus une question pour tout le monde. Une réflexion globale. Au niveau de l'Italie, on vit la même chose. On vit ce genre de réflexion. Donc, comme je vous ai dit, la droite, Meloni, elle a fait un discours positif dans le sens de condamner Israël elle n'a jamais utilisé les mots génocide ou des choses comme ça, mais elle a quand même dit qu'il faut que Netanyahou arrête de tuer, etc. Mais finalement, elle ne fait rien en termes de reconnaissance de la Palestine ou de arrêter la vente des armes ou donner des messages importants. Nous-mêmes, au niveau local, on a dit on ne fait plus des commerces et des trucs comme ça. Donc nous, on est au niveau local et on l'a fait, on a reconnu la Palestine, etc. Elle pourrait, si vraiment elle voulait le faire. Elle ne l'a pas fait, donc sa position, elle est claire. Et hier, en ayant dit cette phrase de oui, vous faites de la grève pour un long week-end,
Ça a été vraiment la chose qui nous a choqués. C'était vraiment un niveau très très bas, quoi. Donc, oui. Bon, je vois que vous devez nous quitter maintenant. Il est 17h15, je crois que vous souhaitez nous quitter vers 17h15. Je crois que je parle dans le micro, mais non. Je veux remercier donc Annalisa pour tout ce qu'elle nous a apporté. Je pense qu'on va, j'ai bien retenu aussi, entre autres, tout ce qu'elle nous a dit sur la narration, l'importance de la narration, parce que c'est pas parce qu'on a des bonnes idées qu'on a certainement raison que ça passe. Et à nous peut-être de trouver les moyens d'avoir un discours qui passe auprès de tout le monde. Alors, Christophe, tu voulais compléter? Je vais réagir sur deux choses. D'abord, pour vous dire, de plus en plus, j'entends dans la gauche française, sur le terrain, dans les villes, des gens qui disent « Ouh là là, la gauche en Italie, ça va mal, c'est terrible, etc. etc. » La gauche italienne, elle affronte des difficultés terribles, mais elle va relativement bien. 35 députés sur 76 pour toutes les forces de gauche aux élections européennes en Italie, c'est finalement pas mal. L'accord qui a été passé de coopération, même si c'est difficile, entre 5 étoiles et les socialistes du PD, 5 étoiles, je vous rappelle, qui siègent dans le groupe de Manon Bry, The Left, au Parlement européen. Donc pourquoi je dis ça? 5 étoiles, c'est un mouvement populiste de gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que, y compris le PD italien, a choisi d'aller à l'affrontement avec l'extrême droite et de relever le défi de ce nouveau pouvoir sans s'effondrer, avec l'arrivée d'Eli Schlein, une nouvelle dynamique. Et même s'il y a des débats internes au PD qui sont parfois difficiles, toutes les personnalités importantes du PD sont allées en première ligne du combat des élections européennes, et ça a aussi expliqué le bon résultat. Et celui qui peut peut-être devenir le président de la région des Pouilles, Antonio Di Caro, est aujourd'hui président de commission au Parlement européen, et il va prendre le risque de quitter le Parlement européen et une présidence de commission au Parlement pour aller se confronter aux électeurs, pour regagner sa région. Donc c'est comme exemplaire, parce qu'ils ont mené la bataille nationale, européenne, régionale, de manière cohérente, même s'ils ont des débats internes difficiles au sein du PD et à gauche. Et la deuxième chose sur Israël, c'est l'extrême droite en Europe a un problème de dissonance, enfin c'est erreur 404, il a fait avec Glucksmann, il a raison, c'est comment être patriote quand on est un féodé à Poutine ou à Trump. Ben, la seule manière de le faire, c'est d'avoir un ennemi de l'extérieur et de faire coalition contre l'islam ou contre tout ce qui est de couleur. C'est la seule manière de dépasser la nécessité de justifier de ses positions politiques de complaisance avec Trump et Poutine. Donc ça demande à gauche une clarification. L'exemple de la Suède. La Suède ouvre ses portes aux migrants pour les personnels de santé parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. L'Italie fait la même chose, l'Allemagne fait la même chose. Il faut qu'on assume qu'on est dans la relation de co-développement et d'interdépendance avec l'Afrique et avec l'espace méditerranéen, et que nos ennemis ou nos adversaires ou nos menaces sont aujourd'hui américaines, russes et chinoises. Et c'est ce contre-récit qui doit être expliqué à la population. C'est difficile, ces langues sont compliquées, mais si on veut avoir un contre-récit, il faut en mettre un sur la table et le défendre. Le PD, le Parti démocrate italien. J'en profite pour vous saluer. Au revoir. Merci. Cette question que j'aurais peut-être dû poser, mais je pense que on a dit deux choses, j'ai bien retenu. On faisait l'opposition entre le parti d'extrême droite et de droite extrême qui parle de l'Autriche, tandis que le reste de la classe politique parle à la raison. Pourtant, il y a bien aussi des partis de gauche en Europe qui s'essayent à un discours qui irait davantage vers l'émotion, y compris en Italie avec Cinque Stelle. Donc, pourquoi l'extrême droite réussit là où la gauche émotionnelle ne réussit pas? Et puis donc, c'est peut-être une question davantage adressée à la maire adjointe de Bologne, mais qu'est-ce qui explique finalement qu'elle tienne en fait? Parce qu'on a vu, ce qui caractérisait la vie politique italienne, c'était une grande instabilité politique, y compris l'expérience Berlusconi, elle a souvent échoué au bout d'un certain temps. C'est un gouvernement de coalition, néanmoins, on dit qu'elle va tenir, on dit que peut-être elle va gagner les élections de 2027. Donc quelle est la recette finalement de l'extrême droite? Pourquoi elle réussit là où la gauche
y compris la gauche qui veut s'adresser aux émotions, ne réussit pas. Merci. Alors, Annalisa ne répondra pas à l'immédiat. Une autre question peut-être, et puis... Bon, c'est plus terre à terre, mais ça reprend une toute petite partie de ce qu'a dit monsieur, c'était de comprendre pourquoi on explique que l'énergie mise par la gauche élargie, on va dire, est si faible par rapport à celle mise par la droite extrême pour, comment dirais-je, distiller ces fake news pour répondre à la colère du peuple. Et là, nous, on voit, c'est assez frappant partout de voir qu'il y a une sacrée différence d'énergie qui est mise justement, ce qu'on dit quand ils disent toutes ces contre-vérités, mais pour leur intérêt, évidemment, on a le sentiment qu'en face, cette gauche, elle est presque infâme. Et on voit aussi que dans les médias, quand il y a des débats politiques, et donc il y a les élus qui s'en passent, comme on voit qu'au niveau des médias, il y a quand même un sacré approfondissement, ou alors il y a une question qui est posée, mais on ne va pas jusqu'au bout. Le journaliste est déjà prêt pour la seconde question et il n'attend pas, ou il coupe celui qui doit répondre à une question qui pourrait être intéressante. Et ce qu'on voit là, c'est que l'élu, il ne bataille pas pour aller au fond de ce qu'il a à dire et démontrer justement tous ces mensonges. Voilà, on arrête là, mais c'est un peu du terre à terre, mais pour... si on veut que les gens changent d'opinion, mais qu'ils se rendent compte que c'est vraiment contre eux qu'ils agissent, eh ben, il faut qu'il y ait des gens en face qui soient assez forts pour leur répondre et aller jusqu'au bout. Et ça, les démonstrations, on n'en voit pas, très peu. Et donc ce qui se passe aussi au Parlement européen, eh ben, ça paraît presque confidentiel. Il est certain qu'il y a plein de travail qui est fait, on n'en doute pas, mais ça reste trop confidentiel. Il y a plein d'éléments dans ce que vous dites, et c'est pas du tout anecdotique. Alors on peut peut-être reprendre la question des médias d'abord. Les droites extrêmes en Europe, elles ont choisi d'abord que la bataille se mène sur le terrain culturel, avant d'aller sur le terrain politique. Et les médias sont un outil. Ce qu'ils ont développé, et en France on le voit bien aujourd'hui, ils ont développé des médias à eux. C'est le modèle Fox News aux États-Unis, qu'on a connu ensuite en Angleterre, et aujourd'hui nous avons ça avec Bolloré, etc. Et on voit bien comment on a aussi bien de la télé, de la presse écrite, de la radio, etc. Et comment l'enjeu, c'est quelque part de subvertir le fonctionnement d'un espace public. Dans une démocratie, le cœur du dispositif, c'est le fait que la société est capable, à un moment donné, de parler d'un même sujet avec différentes sensibilités, différentes lectures, on échange des arguments. Et on doit pouvoir trancher ça. Or, si on met en place des outils qui ont exactement la fonction contraire, plutôt que de déployer des arguments, l'enjeu c'est de susciter l'émotion, d'y aller à l'impact, etc., le tout, ne l'oublions pas, à l'arrière-plan, l'arrivée, la montée en puissance des réseaux sociaux, qui eux sont encore plus des mécanismes extrêmement réactifs et extrêmement presque pulsionnels. Et donc, or, les journalistes, et ça va répondre à la deuxième partie de votre question, pourquoi est-ce qu'on ne va pas au fond? Pour deux raisons de fond. Un, parce que ça fait chier, pardon, je vais être brutal, parce que ça fait chier les citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, vous pouviez faire une émission de politique d'1 heure et demie, du type années 80, heure de vérité, etc. Il y avait un public pour ça. Aujourd'hui, si vous faites ça, vous allez faire un flop complet. Personne ne va y aller. D'accord? Donc, et on le voit bien, je veux dire, on voit de l'infotainment, on va mélanger des gens qui font de la chanson, du cinéma, machin, avec un politique au milieu, en lui laissant 5-7 minutes, etc. On voit bien, c'est des modèles d'information, c'est parce qu'il faut aller capter l'attention des gens, et que c'est très très difficile d'aller capter l'attention de ceux qui ne s'intéressent pas à la politique. Et ils sont nombreux, c'est 50%. D'accord? Et j'ajoute un truc, pourquoi on ne va pas au fond? Parce que si on parle par argument, on va parler, qu'aux intellos, à ceux qui sont diplômés. Or, ça vaut pour la France, mais ça vaut pour les autres pays. Quand on regarde la structure des votes, qui vote pourquoi? Écoutez, c'est très simple. Le plus gros critère aujourd'hui, c'est pas le revenu, c'est pas la classe sociale, c'est pas le genre. Le plus gros critère, c'est le diplôme. C'est très simple. La France qui n'a pas le diplôme, elle vote massivement RN. Et la France des diplômés, elle vote pas RN. D'accord? Mais c'est déjà comme ça dans le Brexit. Quand on regarde les gens qui votent pour le Brexit ou le Remain, c'est le diplôme qui est le critère principal. C'est pas le revenu,
c'est etc. C'est un diplôme. Et on voit ça de plus en plus se propager partout dans nos sociétés. Donc, si je fais de l'argumentation politique, que je développe du programme, des idées, etc., je parle d'un petit bout du pays, qui est le petit bout de diplômé. D'accord ? Et si je suis encore plus méchant, je dirais, ce petit bout de diplômé, il vit dans les agglomérations, au centre-ville. Regardez la carte politique en France, dans les agglomérations, vous allez trouver des votes de gauche très puissants, etc. Et regardez dans les zones rurales, où vous avez beaucoup moins de diplômés. Regardez. L'image est très fort. Pardon ? Bolloré a des diplômes. Mais bien sûr, lui, il fait une stratégie, mais là, on parle des électeurs. On parle des électeurs. Bien sûr, lui, il est un acteur qui a une stratégie, bien entendu. Mais en revanche, l'enjeu, c'est d'aller capter un électorat qui est loin de la politique et qui ne fonctionne pas à l'argumentation et qui trouve que les politiques classiques, quand ils parlent par argumentation, ça ne les intéresse pas. Ils changent de chaîne. Un livre que je trouvais particulièrement intéressant, c'est celui de Benoît Coquart, Ceux qui restent, qui montre l'importance de la sociabilité, c'est-à-dire des petits groupes d'amis où finalement il faut voter comme les amis et pour avoir un vote légitime dans le groupe. Alors oui, je reviens sur l'Italie. Donc, la gauche qui parle à l'émotion n'a pas forcément échoué et Meloni n'a pas forcément gagné. Ce qui se passe en Italie, c'est que c'est un gauche-droite, mais c'est Meloni qui est à la droite. Dans d'autres pays, quand il y a eu l'affrontement entre droite et extrême droite, c'est la gauche qui a disparu. C'est le cas en Pologne d'une certaine manière, c'est le cas en République tchèque, c'est le cas en Slovaquie puisque la gauche est devenue l'extrême droite. Mais dans d'autres pays, c'est la droite qui a disparu. C'est ce qui se passe d'une certaine manière en France, c'est ce qui se passe aussi en Italie. Et donc il y a une possibilité d'alternance en Italie entre la gauche et la droite. Et par ailleurs, en Pologne, l'extrême droite a été battue par une coalition de droite et de gauche. Donc il faut relativiser le fait qu'il n'y a pas de possibilité de gagner. Et il y a un modèle, on va dire, de résilience démocratique au sud de l'Europe, paradoxalement, qui marche mieux qu'au nord de l'Europe. En Grèce, en Italie d'une certaine manière, en Espagne, évidemment, au Portugal, malgré la poussée de Chega au Portugal. Donc, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas d'extrême droite, mais il y a un modèle quand même d'ancrage citoyen, de mobilisation et d'affirmation d'une ligne de gauche authentique qui permettent de maintenir la gauche à un niveau un peu plus élevé. Et puis, sur ce qui a été dit sur la manière dont les hommes et les femmes de gauche se défendent dans les médias ou répondent à la colère sociale. Encore faut-il répondre à la colère sociale. Voilà. En Espagne, si le gouvernement de gauche a été maintenu, c'est parce qu'il a pris des mesures massives de soutien au pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, dans ce qui compte sur la vie des gens, c'est leur parler de la santé, de l'eau, du logement, de l'école, de la qualité du prix de l'alimentation, tous les sujets dont on ne parle pas dans le débat politique français, qui ne parle que d'institutions, fiscalité, etc. Mais, dernier mot là-dessus, on peut imposer des thèmes de gauche dans le débat public, même dans le monde médiatique d'aujourd'hui. Regardez le débat sur la taxe Zuckman depuis quelques semaines, ou ce qui s'est passé sur la loi du plomb, avec les plus de 2 millions de signatures, qui a mis en échec l'exemple même d'une loi qui était l'objet de la coalition de la droite et de l'extrême droite, pour revenir en arrière sur les fondamentaux santé, environnement. Et là encore, je prétends que la santé, parce que ça relie des questions sociales, de bien-être et d'environnement, est un thème majeur de contre-attaque contre la droite et l'extrême droite. Donc il faut qu'on change le logiciel politique, qu'on change les sujets dont on parle, la manière dont on en parle, pour à la fois répondre aux questions concrètes, au tripes, parce qu'on vise ça quand on prend le pouvoir d'achat, d'accès à la santé, etc. Et à la raison, au sens, la capacité à mettre des propositions sur la table. C'est un changement de logiciel aussi à gauche qui est nécessaire et que Elie Schlein ou Pedro Sanchez ont en partie, peut-être imparfaitement, mais en partie justement mené. Juste rappelez-vous qu'Elie Schlein a été désigné à la tête du PD par une primaire citoyenne contre la majorité des militants et de l'appareil du PD en Italie. Mais après, elle a eu l'intelligence d'arriver à trouver des compromis et à se maintenir, à faire travailler tout le monde ensemble, ce qui est un peu aussi l'histoire de Pedro Sanchez en Espagne, toutes choses égales par ailleurs. Merci. Alors on va prendre 2 questions et puis là, ce sera terminé. Bonjour. Par rapport à ce que vous venez de dire précédemment, moi j'ai été ouvrier durant 20 ans. Je suis arrivé dans l'industrie en 1983. C'est un moment intéressant, parce que c'est clairement un libéral de la gauche. J'étais syndiqué
impliqué à la CGT pendant 20 ans, et j'ai vu l'évolution de mes camarades, qui étaient le plus souvent d'ailleurs, qui avaient la double appartenance CGT-PCF. Et puis, sur ces 20 ans, je pense que ça ne s'est pas amélioré depuis, j'ai vu cette dérive lente, et quand même soutenue, du vote qui était même Front National avant même RN, je l'ai vu, quoi. J'avais affaire à des camarades qui n'étaient pas moins sympathiques pour autant d'ailleurs, mais voilà, j'ai constaté ça. Et là, quand j'écoute après la qualité des interventions, je me dis que si j'étais revenu là avec mes vieux camarades, enfin, ceux qui sont encore en vie, parce qu'on meurt plus vite dans ces milieux-là, je doute que les discours qui ont été tenus, je doute qu'ils rentreraient au bercail. Je pense que c'est un peu lunaire, je pense, sur les accords des différents partis politiques et tout ça. Voire même, sur la fin tout à l'heure, un petit peu de mépris de classe, quand même, un petit peu. Là, on est entre gens intelligents et puis il y a les ploucs de la France périphérique qui comprennent rien. Si on est dans une perspective de reprendre le dessus, les voix, tout ça, à mon avis, ça va être compliqué avec un tel discours, quoi. Voilà, c'est ce constat-là. C'est très intéressant. C'est même, enfin, je partage la plupart des choses qui ont été dites. Mais je pense que ce discours-là, il va être difficilement audible dans les classes populaires dont je suis issu et que je côtoie encore beaucoup. Voilà. Je crois que c'est notre difficulté à tous en ce moment. Je donne le micro pour la dernière question. En fait, je voudrais compléter ce qui a été dit, parce que vous disiez que les artisans portaient plutôt pour les diplômés, mais n'oubliez pas aussi que la majorité des diplômés aujourd'hui est payée au lance-pierre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un salaire, notamment dans la fonction publique, qui correspond à leur diplôme. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est une question pour M. Clergeau. En fait, nous avons un projet, c'est d'aller assister à une session du Parlement européen. Nous sommes une dizaine de personnes, dont moi bien entendu. Donc, en fait, mais ce que vous dites est particulièrement inquiétant. Est-ce que nous devons maintenir notre projet d'aller à Strasbourg? Alors, et si nous devons le maintenir, aidez-nous à le faire. C'est du lobbying. Merci, là la question est très précise. Alors, de toute façon, je vais vous demander peut-être une conclusion ou un dernier mot. Ça sera la conclusion, je pense. Oui, il faut aller à Bruxelles et à Strasbourg, voir comment ça marche, y compris pour en témoigner, tout simplement. D'abord, il ne faut pas désespérer. Je rappelle une chose importante que j'ai dit à un moment, c'est qu'il n'y a pas de majorité de droite et d'extrême droite pour voter un budget ou pour investir une commission. Donc, à un moment, on revient à un débat très simple, c'est Madame van der Leyen, Monsieur Weber, si vous refusez de porter un projet pro-européen et progressiste, nous vous ferons tomber la commission ou le budget. Vous ne pouvez pas faire sans nous. Donc là, le débat au sein des socialistes européens, c'est entre ceux qui veulent absolument le compromis, parce qu'on a toujours fait comme ça, et ceux qui pensent que pour trouver un bon compromis, il faut un bon rapport de force. Bon, bah, ce débat, il a lieu actuellement, il a un peu toujours existé, mais c'est le moment où il faut que la gauche se muscle, non pas pour protester, mais pour arriver à ramener le PPE dans une coalition pro-européenne pour faire quelque chose pour les gens. Donc ça, ce débat, il n'est pas perdu. Donc il faut venir témoigner de ce qui se passe à Bruxelles. Et puis pour vous répondre, je vais répondre avec un autre exemple. Moi, sur la question écologiste, ma position personnelle, c'est de dire qu'on s'est trompé. On s'est trompé au sens où, quand on a fait le Green Deal au niveau européen, il fallait le faire, c'était indispensable pour lutter contre le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, et c'est toujours indispensable. Mais pour des raisons de compromis, on a accepté de faire le Green Deal sans politique industrielle et sans outils sociaux suffisants d'accompagnement. Et aujourd'hui, ce que les gens disent, les gens modestes, ils disent, c'est « est-ce qu'il y a une place pour moi dans cette société-là ?» On ne peut plus commercialiser des véhicules neufs
à moteur thermique en 2035. Il y a des gens qui pensent que les voitures à moteur thermique ne pourront plus circuler en 2035. Hein. Je pense que beaucoup de gens pensent ça. C'est évidemment pas ça la réalité. Mais est-ce qu'on se donne les moyens de permettre aux gens modestes d'acquérir un véhicule électrique? Oui, non, vous avez vu tout le leasing social. Là, le gouvernement remet en place 50 000 dossiers. Les professionnels disent que ça va être épuisé en moins d'un mois et que le guichet va être refermé. Pareil sur la rénovation énergétique du logement. Est-ce que je peux vivre dignement dans mon logement si je suis un propriétaire modeste? Et si je suis locataire, est-ce que les efforts ont été faits pour me protéger face aux canicules ou pour réduire la facture d'énergie? Tant qu'on n'a pas des réponses massives pour tout le monde sur ces questions-là, on ne pourra pas être entendu sur la transition écologique. Donc il faut qu'on retrouve cette cohérence emploi, pouvoir d'achat, écologie, qui est la seule manière pour moi de porter un projet de gauche aujourd'hui et de répondre aussi bien aux gens qui ont la conscience la plus aiguë de la crise écologique et qui sont très avancés à titre individuel dans des comportements, des pratiques exemplaires, et puis les gens qu'on stigmatise alors qu'ils sont les moins responsables de la contribution au changement climatique, qu'ils en sont les premières victimes et à qui on ne donne pas les moyens de participer à cette société qui s'invente. Et ils savent que une société écolo, c'est une société où on respire mieux, où on bouffe mieux, où on a moins de problèmes de santé, etc. Il n'y a pas de raison que les catégories populaires ne veulent pas une société écolo, mais à la condition qu'on leur donne une place dans cette société-là. Et ça, on n'a pas su le faire parce qu'on a été aussi sanctionné pour ça. C'est plus profond que telle ou telle mesure. C'est vraiment la vision de la société de demain qu'on construit. Et ça, c'est mon dernier mot. Ce qui manque dans tout le débat européen, dans les forces alternatives à l'extrême droite, c'est une vision du cap et une vision de la société qu'on veut construire. L'extrême droite a une vision très précise du futur qu'elle propose aux gens, qui est évidemment contestable mais qui existe. Et nous, on tâtonne à retrouver la capacité à affirmer une vision de l'avenir qui puisse unir dans la société et pas diviser. Donc ça, c'est un défi. Personne n'a la solution miracle, mais c'est maintenant là-dessus qu'il faut vraiment se concentrer. Merci. De vous pour vous répondre, et merci de votre question parce qu'elle est importante. Il n'y a évidemment aucun mépris. Je veux dire, moi, je suis chercheur, et donc ce que je repère, c'est que dans la société aujourd'hui, le clivage le plus important, c'est le clivage du diplôme. Il est plus important que tous les autres. Combien même ils sont mal payés, éventuellement, ces diplômés, malgré tout, leur espérance sociale, d'insertion, etc., n'est pas la même, et du coup, la lecture de la société n'est pas la même. Et c'est là que s'opère quelque chose. Il y a une très belle thèse qui vient au passage d'être publiée sur la bascule des milieux ouvriers vers le RN. D'accord ? Et qui regarde ça sur 30 ans, comment ça s'est opéré. Si on veut aller un peu plus loin, le sens de mon propos, c'est ils ne sont pas du tout les couillons. En campagne, quand ils votent les RN et qu'ils ne sont pas titrés, ils ne sont pas les couillons. C'est logique au regard de la manière dont, entre guillemets, le système les traite. Les regarde, ce qu'on leur renvoie comme miroir et ce qu'on leur génère comme expérience. Y compris lorsque les forces politiques ne savent pas leur parler. De quelque part, le RN exploite les failles du système, si on peut dire. Assez logiquement. Ce n'est pas des couillons, au contraire. C'est très cohérent, c'est ça que ça veut dire. Après, charge aux autres d'être capables d'avoir des éléments programmatiques, de discours, parce qu'encore une fois, il faut pouvoir leur parler d'une manière différente. Moi, je voulais prendre la parole, merci, pour donner une information sur un documentaire très intéressant qui s'appelle Bassin miné, qui analyse justement ce qui s'est passé en 2014 et 2020, comment le RN a pris la place, parce que la gauche n'était pas présente. Ça, c'est une première chose. Enfin, c'est vraiment un documentaire que je recommande à tout le monde. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des députés qui font un travail énorme sur le terrain, notamment au niveau de la 4e circonscription à Nantes. Il y a Julie Lavernoise pour la cité qui ouvre un site pour que les personnes puissent s'exprimer justement et dire ce qu'elles souhaitent pour construire la société de demain. Donc je pense qu'après 88, il y a eu beaucoup de déceptions au niveau de la gauche, entre guillemets, caviar. Excusez-moi, mais c'est comme ça que certains le vivent. Et donc, on a, nous, maintenant, à construire, à avoir un vrai projet qui fasse écho à ce que les gens demandent, au niveau de la base. Merci. Okay, merci. Merci. Je crois qu'il y aura encore beaucoup de réactions. Je vais être obligé de faire quelque chose que je n'ai pas du tout envie de faire, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter là. Merci à Arnaud et à Christophe. Merci à vous tous. Merci à Technopolis. Je crois que des débats, on va en avoir d'autres. Il y en a besoin. On n'a pas peur. Merci.